Donc, cette fois-ci, on va quitter totalement les bactéries et on va considérer les virus un petit peu de façon générale et ensuite on va porter notre regard sur deux infections virales. Okay, donc on va aller sur, généralité sur les virus et la virologie, et ensuite on va être sur le processus d'infection chez l'homme, chez l'animal, c'est à peu près la même chose. Un peu différent pour les virus des plantes, mais on ne va pas le faire. Mais vraiment, la première question, le premier point sur lequel vous devez tous être clairs à la fin de ce cours, c'est qu'est-ce que c'est qu'un virus et quelles sont les différences entre les virus et les bactéries. Alors, et on va regarder les différentes caractéristiques proposées par André Lvov de l'Institut Pasteur en 1957, qui essayait de donner une définition qui, pour la première fois, englobait quelques caractéristiques biochimiques et la biologie moléculaire des virus. Avant ça, la définition fonctionnelle de ce que c'est un virus, ça, on parle de début du siècle dernier, au début du XXe siècle, un virus était défini comme un agent infectieux filtrable. C'est-à-dire que si on avait un échantillon infectieux, on pouvait passer à travers un filtre capable de retenir toutes les bactéries. Si le pouvoir infectieux passait à travers le filtre, bon, ça veut dire que c'était un virus. Donc la définition était basée sur la taille physique de la particule infectieuse. Donc ça, c'était une définition très utile parce que ça donnait une technique facile à faire pour savoir si on avait affaire avec une bactérie ou un virus. Mais néanmoins, c'était un petit peu limité comme description de ce que c'est qu'un virus. C'est quelque chose qui infecte et c'est petit. C'est pour ça que Lvov a essayé d'aller un peu au-delà de cette définition simple. Mais néanmoins, il a repris cette caractéristique des particules virales étant des particules qui sont plus petites que les bactéries. Donc c'est pour ça qu'il garde ces caractéristiques-là comme la première partie de sa définition. Ensuite, il a remarqué que chez les particules virales, on a un seul type d'acide nucléique, ARN ou ADN, mais pas les deux à la fois dans la particule. Il a aussi noté que les virus ne se divisent pas par division binaire. Il n'y a pas de croissance et division comme chez les cellules. C'est ce qu'on a vu avec les bactériophages, la réplication des phages ce matin. Donc il a intégré ces résultats sur les phages. Et ensuite, c'est un petit peu la définition. Quel est le mode de vie d'un virus? Ce sont des parasites intracellulaires obligatoires. Et pourquoi ce sont des parasites intracellulaires obligatoires? Parce qu'ils ne portent pas avec eux l'équipement enzymatique ou le matériel enzymatique pour fabriquer leur propre énergie métabolique ou fabriquer leurs propres protéines. Donc ça, c'est des critères de Lvov. Et on peut aussi rajouter, ce n'était pas dit par Lvov à l'époque, mais c'est néanmoins vrai, qu'une autre différence fondamentale entre les virus et toutes sortes de cellules, c'est que les virus ne fabriquent pas leurs propres protéines. Donc, ils ne codent pas pour de l'ARN ribosomial. Tandis que toutes les cellules fabriquent leurs propres protéines et ont des ribosomes avec des composantes qui sont parmi les éléments les plus conservés dans tout le vivant. Donc ça, c'est tout à fait étonnant et c'est une observation qui met les virus à part, en dehors du reste du vivant. D'ailleurs, c'est Patrick Forter à l'Institut Pasteur qui a proposé qu'on peut considérer l'histoire du vivant comme une sorte de lutte entre deux types de réplicateurs à acide nucléique, les réplicateurs à ribosome, les cellules qui fabriquent leurs propres protéines, et les réplicateurs sans ribosome, qui sont les virus qui parasitent les premiers. Alors, chacun de ces éléments de la définition de Lvov a son utilité, mais certains ne sont pas tout à fait
suffisant pour distinguer tous les virus de toutes les bactéries. Donc on va regarder un petit peu les cas limites qui sont en quelque sorte les exceptions à ces règles. Alors, pour la taille physique de la particule. Donc pour le VOF, la plupart un virus c'est un diamètre inférieur à 250 nanomètres. Donc ça c'est vrai pour la grande majorité des virus qui vont se situer entre, je sais pas moi, plus petit, pratiquement 20 nanomètres de diamètre pour cette particule-là. La plupart vont se situer entre, allez, 30-40 nanomètres jusqu'à 100-150 nanomètres de diamètre. Donc la grande majorité de virus sont dans cette limite-là. Cette bête ici, là, donc ça c'est 200 nanomètres la barre ici. Donc le diamètre, ça rentre à peu près sous la limite, mais elle est un peu plus, elle a peut-être 300 nanomètres de longueur cette bête-là. Donc ça c'est un poxvirus, plus grand virus connu à l'époque de Lvov. Donc c'était juste sous la limite. Maintenant on a découvert les virus géants. Donc les chercheurs, les équipes à l'équipe de Marseille, qui a découvert les virus géants qui infectent les amibes avec des particules virales qui sont pratiquement 1 micron de diamètre. On peut observer sous le microscope photonique, on peut dire. Donc, les virus géants dépassent un peu cette limite fixée par le VOF. Donc, les plus grands virus que l'on connaisse sont plus larges, plus grands que cette limite. Et aussi, on a l'inverse, parce qu'on a en microbiologie des objets comme ça. Donc cette fois-ci, la barre ici, c'est à 100 nanomètres. Et donc on a 150 nanomètres de diamètre ici, peut-être 600 nanomètres de longueur. Cet objet-là, ce n'est pas un virus, c'est une cellule de mycoplasme. C'est un type de bactérie qui n'a pas de paroi en peptidoglycane, et d'où une structure d'apparence un peu simple. Et aussi, quand on regarde l'aspect de cette cellule par rapport à cette particule virale, on ne peut pas vraiment dire qu'on a une structure plus complexe ici à l'intérieur de cette cellule que ce que l'on voit chez ce virus, une double membrane, une structure assez compliquée. Donc, les plus petites des bactéries, voilà, les bactéries les plus petites sont moins grandes que les plus gros virus. Donc, il y a un certain chevauchement aux extrémités du monde viral et du monde de bactéries en termes de taille. Alors, un seul type d'acide nucléique, c'est le deuxième critère de Lvov. Donc, ça c'est très important parce que chez toutes les cellules, eucaryotes, prokaryotes, archébactéries, n'importe quelle cellule a un génome en ADN double-1 et la cellule possède aussi l'ARN messager, l'ARN de transfert et l'ARN ribosomial. Ça, c'est vrai pour n'importe quelle cellule, y compris des formes très très simples, comme des endospores, sans activité métabolique. Toute cellule comporte ces acides nucléiques essentiels. Alors, chez les virus, on peut trouver des virus avec un génome en ADN double brun, des virus avec des génomes en ADN simple brun, les virus avec un génome en ARN double ou simple brun. Donc, plus de diversité dans la molécule de l'hérédité chez les virus. Et de façon générale, un seul acide nucléique dans la particule virale. Juste le génome, rien d'autre. Parce qu'effectivement, tous ces composants ribosomiaux là vont être fournis par les cellules hôtes. Donc le virus n'a pas besoin de les apporter. Et toutes ces particules virales en microscopie électronique, bon, bah, ça ressemble, c'est des petites boules, mais en fait, l'aspect à l'extérieur ne correspond pas forcément au type d'acide nucléique que l'on retrouve à l'intérieur. Alors, les virus sont toujours les parasites intracellulaires obligatoires. C'est vrai pour tous les virus, mais c'est aussi vrai pour certaines bactéries.
Donc, ce n'est pas un critère suffisant pour distinguer tous les virus de toutes les bactéries. Donc, il existe des bactéries, les Mycobacterium leprae, les chlamydiae, les rickettsia, qui vivent à l'intérieur des cellules et on n'arrive toujours pas à les cultiver dans un bouillon de culture. Et dernier critère de Lvov, donc les virus n'ont pas l'équipement enzymatique nécessaire pour la génération d'énergie métabolique et ni pour la synthèse de protéines. Donc la différence ici que, bon, quand on regarde en microscopie électronique, ça c'est une cellule infectée par une rickettsia, et ça c'est une cellule infectée par les poxvirus. Juste en regardant les particules, c'est difficile de savoir qui fait quoi là, mais en fait, pour les bactéries, toutes les protéines bactériennes seront synthétisées à l'intérieur de la cellule bactérienne. Pour tous les virus, les protéines sont synthétisées par la cellule hôte et puis assemblées pour former des particules virales. Donc ça, c'est vrai. Pour la génération de l'ATP, dans l'immense majorité des cas, toutes les bactéries fabriquent leur propre ATP avec, malheureusement, avec quand même une exception pour les rickettsia. Ces bactéries parasitaires, elles ont dans leur paroi un échangeur ADP-ATP. Donc la bactérie exporte l'ADP et importe l'ATP du cytoplasme de la cellule infectée. Donc en fait, elle ne va pas vraiment générer sa propre ATP. C'est encore une exception à une de ces règles qui a été découverte après les années 50. Donc ça, c'est la définition de ce que c'est qu'un virus et les caractéristiques qui distinguent les virus des bactéries. Probablement le plus important fondamentalement étant l'absence de ribosome chez tous les virus et leur mode de réplication très distinct du mode de division cellulaire. Alors, ça c'est ce que c'est qu'un virus. Comment on va les étudier? Longtemps problématique d'étudier les virus. Elles sont trop petites pour une visualisation directe, même pas à l'œil nu, mais à un microscope avec qui fonctionne avec la lumière n'arrive pas à résoudre, à visualiser des virus. Donc il faut un microscope électronique pour les voir. Et contrairement aux bactéries, on ne peut pas cultiver des virus dans un bouillon de culture, dans un milieu, parce que les virus se appliquent uniquement à l'intérieur de notre organisme, d'une cellule hôte. Donc ça, c'est les deux difficultés dans l'étude des virus. Alors, on a deux types d'approches pour étudier les virus. Pour une, c'est d'essayer de produire et purifier des particules virales et ensuite les étudier sous le plan biochimique ou physico-chimique pour caractériser qu'est-ce que c'est dans la particule virale, comment ça marche pour s'attacher à la cellule hôte et pour faire rentrer l'ARN ou l'ADN viral dans la cellule. Donc c'est ce qu'on a vu un petit peu dans la vidéo pour l'entrée du bactériophage T4 ce matin. Donc on a isolé la particule virale, on essaie de comprendre comment ça marche. Une autre approche, c'est d'essayer d'analyser les virus in situ, c'est-à-dire à l'intérieur de la cellule infectée ou dans l'organisme infecté. Cette fois-ci, on ne va pas avoir d'étape de purification, parce que ce que l'on veut, c'est de comprendre les interactions entre les protéines virales et les protéines de l'hôte. Donc on va regarder le virus dans la cellule infectée, ou les cellules, ou le génome viral, ou protéines, ou le génome viral dans la cellule hôte, et avec, par exemple, les techniques d'immunochimie pour détecter les protéines virales, avec des anticorps, avec des marqueurs fluorescents, par exemple, et les techniques de biologie moléculaire pour suivre l'expression des gènes viraux et la réplication de l'ADN viral. Donc ça, c'est un peu les deux grandes approches. De toute façon, même pour ça, on a besoin d'un système de production. Donc ça, c'est la première chose que l'on doit définir pour n'importe quel virus que l'on veut étudier. Alors, les premières études
était menée sur des organismes entiers. Donc on faisait une sorte d'extrait brut d'un tissu infecté et on inoculait ça dans l'organisme entier. Donc c'est ce qu'a fait Pasteur pour ses études sur le virus de la rage et c'est ce qu'a fait les premiers chercheurs à isoler un virus des plantes, le virus de mosaïque du tabac. L'inoculation était simplement de prendre du matériel infectieux, le frotter sur les feuilles et puis après on suivait l'infection. Ensuite, si on veut analyser des choses en plus de détails, on a besoin d'un système plus simple, basé sur la culture cellulaire. Donc, les premiers bactériophages étaient identifiés pendant la Première Guerre mondiale, parce que bon, la culture de bactéries était déjà disponible et largement répandue. Donc, entre cette époque-là et les années 1940, les seuls systèmes pour étudier les virus, c'était bon, les bactériophages dans un système simple, vous pouvez vraiment comprendre des choses sur le plan mécanistique, et les organismes entiers pour un petit peu suivre la pathologie et des choses comme ça. Les grandes avancées en virologie pour les virus eucaryotes, les virus qui infectent les animaux, c'est la mise au point de la culture cellulaire. Donc ça, c'était 1940, récompensé par le prix Nobel. Et c'est la mise au point de cellules, lignées cellulaires immortalisées. Et c'est ce qui a permis la production du vaccin contre la poliomyélite. Avant, on savait que la vaccination était possible parce qu'on pouvait prendre du matériel infectieux, c'est-à-dire les neurones isolés à partir d'un singe infecté, broyer tout ça et utiliser ça comme un vaccin. Ça protégeait des animaux infectés de façon expérimentale. Mais c'est absolument impossible de fabriquer des millions et des millions de doses d'un vaccin avec ce type d'approche. Donc il a fallu inventer la culture cellulaire pour permettre l'exploitation pour permettre la mise au point de ce vaccin et d'autres. Donc, on a notre système de production, culture cellulaire. Ensuite, on veut purifier les particules virales. Et la grande technique classique, c'est d'utiliser l'ultracentrifugation. Donc, on prend notre extrait brut à partir des cellules infectées. Dans l'extrait, on va avoir des protéines solubles, des débris cellulaires et des particules virales. Tout ça mélangé dans l'extrait. On le pose au-dessus d'un gradient de sucrose, de chlorure de césium ou de iodixanol, ce qui va nous donner une solution qui est peu dense en haut et très très dense vers le bas. Et ensuite, on met dans une ultracentrifugeuse, on le fait tourner à 150 000, 200 000 G pendant la nuit. Et les différents composants dans le mélange ici vont se sédimenter et ils vont s'équilibrer dans le gradient, là où on a une identité entre la densité de la particule et la densité du gradient. Je dois vous avouer que ce n'est pas vraiment ça. Il y a une histoire de coefficient de sédimentation et densité de la particule. Mais en gros, on peut l'imaginer comme ça. Donc, en haut, on aura les protéines solubles. En bas, on aura les gros débris cellulaires. Et à un moment donné, on aura un anneau quelque part dans le gradient où on a nos particules virales purifiées. Alors, pour vous donner une idée de ce que ça donne, donc ça c'est un gradient après être tourné dans l'ultracentrifugeuse. Donc ça c'est l'anneau de particules virales qui flotte
dans le gradient. Et ensuite, on peut prélever cet anneau et regarder ce qu'il y a là-dedans par microscopie électronique. Donc, on peut visualiser des particules virales. Donc, c'est encore un exemple de nos poxvirus, très grandes particules virales avec une structure très complexe. Et ensuite, donc, on peut les analyser sur le plan physico-chimique pour voir qu'est-ce qu'on a dans nos particules virales. Donc, on peut analyser les protéines sur un gel STS-PAGE. Chaque bande sur le gel ici, c'est une protéine virale. Donc, cet exemple, c'est un peu extrême, c'est une particule virale très complexe. Dans beaucoup de cas, on va avoir, dans les cas les plus simples, on va avoir une bande sur le gel, une protéine dans la particule virale. Dans la majorité des cas, on va avoir entre 3 et 10 protéines dans la particule virale. On va appeler les protéines structurales du virus. Donc, avec ce type d'outils de produire, purifier des particules virales, les visualiser et les analyser d'un point de vue physico-chimique, on arrive à connaître la structure des différents types de virus. La première chose que l'on voit, première distinction que l'on voit entre différents types de virus, c'est qu'il y a des virus non enveloppés, dits nus, et des virus enveloppés. Donc, chez un virus enveloppé, on a quoi? On a à l'intérieur l'acide nucléique, ADN ou ARN, entouré d'une capside en protéines. C'est des sortes de petites briques vertes là. Chez un virus enveloppé, on a la même chose à l'intérieur, acide nucléique, protéines, et ensemble on va appeler ça la nucléocapside. Et cette nucléocapside est entourée par une bicouche lipidique qu'on appelle l'enveloppe. Alors, chez les virus non enveloppés ou nus, on peut voir deux types de morphologie majeure. Chez les particules, on peut voir des particules en forme de bâtonnet avec une symétrie hélicoïdale ou des particules sphériques avec une symétrie icosédrique. Et chez les bactériophages, les codovirales, on voit un mélange entre ces deux types de structures. Chez les virus enveloppés, bon, on a deux possibilités. Soit on a une particule simple, c'est-à-dire que l'on va avoir soit une capside hélicoïdale entourée par une enveloppe, soit un nucléocapside icosédrique entouré par une enveloppe. Ou alors, on a, donc tout ça c'est bien, c'est bon pour le désir un peu de classifier des choses qu'a tout biologiste. Malheureusement, il y a des virus qui ne rentrent pas vraiment dans ce cas de figure, et on les appelle des virus enveloppés avec une structure complexe. Encore une fois, c'est des poxvirus avec des particules avec une double membrane, et la structure à l'intérieur ne correspond pas vraiment à un de ces deux morphologies simples. Alors, structure des capsides. Alors, la capside, c'est une protéine qui va entourer l'ADN ou l'ARN génomique du virus pour le protéger. La fonction primordiale d'une protéine de capside, c'est de protéger l'acide nucléique viral, soit des attaques chimiques ou enzymatiques. Dans votre sang, vous avez plein de DNase 1, vous avez plein de RNase qui circulent. Donc, si on a une molécule d'ADN ou d'ARN libérée dans votre sang, ben, il ne va pas durer longtemps, il sera dégradé. Ça va dégrader. Donc, pour être transmis, un virus doit résister un petit peu en dehors de la cellule infectée. Donc, la capside doit entourer l'acide nucléique. Alors, le principe des capsides hélicoïdales,
c'est que, bon, notre acide nucléique, c'est une molécule linéaire et tirée. Donc, ce qu'on va faire pour protéger cette molécule linéaire, c'est qu'on va commencer à faire une spirale de protéines qui va faire des tours autour de notre ADN ou de notre ARN. Donc, des sous-unités de protéines vont être ajoutées une à une pour continuer cette spirale jusqu'à ce que tout l'acide nucléique soit totalement recouvert de protéines. C'est ça qui est comme ça, on va le protéger. Donc l'exemple classique de ça, c'est le virus du mosaïque de tabac, représenté ici. Okay, donc avec acide nucléique à l'intérieur, protéines à l'extérieur, avec chaque sous-unité de protéines de capside qui fait les sous-unités qui sont rajoutées pour faire une spirale de protéines. Donc ça, c'est une capside extrêmement simple, une seule protéine de capside avec plusieurs milliers de copies de cette protéine pour former la particule virale. Donc ça marche, mais il y a un problème avec cette façon de produire une capside. C'est-à-dire que si on a un génome très très long, notre capside doit être de plus en plus longue. Donc ce truc-là, la capside du virus de mosaïque de tabac, il fait peut-être 10 ou 12 nanomètres de diamètre. Et si on rajoute de plus en plus de longueur, il va faire plusieurs centaines de nanomètres de longueur. Quand ça dépasse une certaine limite, physiquement, la capside devient fragile. Et donc, il peut être cassé en deux. Et donc, ça impose une sorte de limite supérieure de la taille du génome que ce type de virus peut porter. Alors, ça, c'est un problème pour ce type de virus. Alors, l'autre philosophie un petit peu pour encapsider les génomes viraux, c'est de se dire, bon, le génome, c'est une molécule linéaire, mais une molécule linéaire peut être enroulée, un peu comme une pelote de laine. Donc, je vais essayer d'enrouler le génome, l'ADN ou l'ARN génomique, dans une sorte de boule, et je vais entourer cette boule par une structure sphérique. Et ça, c'est un petit peu c'est la philosophie derrière les capsides à symétrie icosahédrique. Donc, pour ces virus-là, là où les protéines de capsides forment une sorte de ballon creux, donc les protéines sont à l'extérieur, l'acide nucléique va être à l'intérieur ici. Dans le cas le plus simple, on a 60 copies d'une seule protéine de capside. 3 copies font une face triangulaire et 20 faces triangulaires, ça fait un icosèdre, d'où le nom de ce type de structure. Donc, avec les particules virales plus complexes, on rajoute plus de protéines virales et on peut construire les icosèdres de plus en plus grands, capables d'emballer des génomes de plus en plus grands. Donc, avec une capside icosahédrique, il est possible d'avoir un particule virale 50 nanomètres de diamètre et on peut encapsider 40, 50 kilobases d'ADN là-dedans. Ce qui ne va pas être le cas pour une capside hélicoïdale en forme de bâtonnet. Donc, on peut avoir un génome plus grand et la particule virale sont encore assez petites pour rester stable. Donc, première fonction de la capside, protéger le génome viral. Deuxième fonction de la capside, c'est d'assurer les interactions avec l'extérieur du virus, notamment les interactions avec la cellule hôte. Donc, on a vu pour les bactériophages, première étape dans le cycle de réplication, c'est l'attachement sur un récepteur. Ça va être la même chose pour tous les virus. Donc,
un virus nu composé d'acide nucléique plus capside. C'est les protéines de capside qui vont être responsables de l'interaction avec les récepteurs cellulaires. Alors, chez les virus enveloppés, ça ne peut pas marcher comme ça, parce que la nucléocapside à l'intérieur est entourée par une enveloppe. Donc maintenant, les protéines de capside ne sont pas à l'extérieur. Donc elles ne peuvent pas être impliquées dans l'interaction avec le récepteur. C'est pour ça que n'importe quel virus enveloppé doit coder pour une glycoprotéine d'enveloppe. Et c'est cette glycoprotéine d'enveloppe qui va interagir avec le récepteur à la surface de la cellule hôte. Donc, la forme plus simple d'un virus enveloppé, c'est d'avoir une nucléocapside à l'intérieur, donc le génome viral plus protéine de capside, une enveloppe qui l'entoure et une glycoprotéine d'enveloppe qui va assurer les interactions entre la particule virale et la cellule hôte. Donc ça, c'est le minimum. Protéine de nucléocapside et protéine d'enveloppe. Bien souvent, on a aussi une protéine, une ou des protéines qui se trouvent entre la nucléocapside et l'enveloppe. Et leur rôle, souvent c'est structural simplement, c'est-à-dire qu'elles assurent la liaison entre l'enveloppe et la nucléocapside pour éviter que la particule se désagrège. Et alors, ou alors elles peuvent avoir d'autres fonctions un petit peu dans des événements très précoces après l'infection. Donc chez les herpesvirus, ces protéines qui sont entre la nucléocapside et l'enveloppe s'appellent protéines du tégument. Pour d'autres virus, on les appelle souvent les protéines de matrice. Okay, la matrice ou le tégument, c'est entre la nucléocapside et l'enveloppe. Ah, ok. Bon, on va avoir une petite question pour voir si vous avez suivi jusque-là. Allez. Ah, d'ailleurs, oh, oui, c'est quoi le code? Ok. Donc, j'ai lancé ça et les questions sont ici.
Ok, quels sont les résultats? Qu'est-ce que vous avez envoyé là? Voilà, ok. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Ouais, choix numéro 1. Tous les virus enveloppés comprennent au moins une glycoprotéine enveloppe. Ouais, il fallait comprendre au moins une. Ça, c'est vrai. Okay? Si on a une enveloppe, on est obligé d'avoir au moins une glycoprotéine enveloppe. Sinon, on ne peut pas infecter la bonne cellule. Donc ça, c'est vrai. Capside d'un virus est composé de polysaccharides ou de polypeptides. Il y a 5 personnes qui sont tombées dans le piège. Là, c'est très facile de confondre capside chez les virus et capsule chez les bactéries. Okay, la capsule, c'est à l'extérieur de certaines cellules bactériennes, de certaines bactéries. Effectivement, c'est soit polysaccharide, soit polypeptide. Mais la capside d'un virus, c'est pas ça, c'est en protéines. Tous les virus sont des parasites intercellulaires facultatifs. Non, c'est obligatoire, donc tout le monde a vu ça. La fonction principale de la capside, protéger le génome viral. Oui, tout le monde a eu ça. Les virus nus sont plus résistants aux détergents que les virus enveloppés. Ah! Et là, je n'ai pas dit pas dit ça explicitement, mais vous deviez appliquer vos connaissances en biochimie. Les détergents vont solubiliser quoi? Les membranes, une bicouche lipidique. Donc effectivement, oui, les virus enveloppés sont plus sensibles aux détergents que des virus nus. Un virus enveloppé comme ça, il va pas être très résistant. Les virus nus sont les virus plus résistants, de façon générale. Donc ça, c'est très important, parce que si vous êtes infecté par le virus de la grippe, vous ne voulez pas transmettre votre infection à quelqu'un, le lavage des mains, c'est très efficace. Si vous êtes infecté par un rotavirus, qui est un virus nu, responsable des gastroentérites, un simple lavage avec du savon, bah, ça va peut-être les enlever, mais ça ne va pas inactiver les virus. Parce que ces particules-là sont plus résistantes. OK? Oui. Pardon? OK, jusque-là, c'est ce qu'on a vu. OK, la différence entre un virus et une bactérie. Ça va comme ça? De plus? OK. Qu'est-ce que c'est qu'un virus? Différence entre un virus et une bactérie. Très important, ça. Wow. Tu mets la lumière, là, ou pas? Non, ça va, hein? OK. Globalement, comment on fait pour étudier les virus? Comment on obtient des données sur la structure et la composition d'une particule virale? Et les deux types de capsides, hélicoïdales, icosahédriques, enveloppés, non enveloppés. D'accord? Et aussi, quelles sont les fonctions de base de ces différentes composantes? Quelle est la fonction de la capside? Quelle est la fonction de la glycoprotéine enveloppe? Et éventuellement, quelle est la fonction de la matrice? Donc, on va passer la deuxième moitié sur en considération des infections virales. Et souvent, quand on dit, bon, bah, j'ai pas été bien la semaine dernière, j'ai eu un virus, on pense à quelque chose qui une infection qui est de courte durée et bah, qui, ma foi, peut vous mettre à mal pendant 2 ou 3 jours, mais après, on va mieux. Donc, ça, c'est vrai pour un bon nombre d'infections virales. Donc, les infections virales aiguës sont caractérisées par ce type de processus. Donc, on aura l'infection ici, suivie par un pic de réplication virale, dont
tous les cas, il y a un laps de temps asymptomatique entre l'infection et l'apparition de symptômes, ce qu'on appelle la période d'incubation de l'infection. Alors, la réplication virale va déclencher les symptômes et ça, c'est la mise en place de votre réponse immunitaire. C'est la fièvre, peut-être la toux, des choses comme ça, mal à la tête. Et vous avez votre réponse immunitaire qui lutte contre l'infection virale. Et si tout se passe bien, vous éliminez le virus, les symptômes disparaissent et puis c'est bon. Okay? Donc, c'est ce qu'on a pour les infections, les rhinites, les rhumes provoqués par rhinovirus, adénovirus, les infections virales, les gastroentérites d'origine virale, ça se progresse comme ça. On est malade pendant une petite semaine, après on élimine le virus et c'est bon. Alors, ça peut se passer autrement. C'est-à-dire qu'on peut avoir une infection aiguë, le virus se met à se répliquer, on a une période d'incubation asymptomatique, ensuite on a des symptômes qui deviennent de plus en plus sévères et on finit par et aboutissent à la mort de la personne infectée. Donc ça, c'est le cas, par exemple, de l'infection par le virus de la rage. Pratiquement 100% des personnes non traitées vont mourir. Il existe des protocoles pour soigner l'infection par la rage actuellement. Vos chances sont améliorées. Vous passez de 100% de chances de mourir à une chance sur deux. Ah, mais c'est toujours ça de gagner. Hein. Le virus Ebola ou les virus Ebola, c'est aussi dans ce cas de figure. Un taux de mortalité très très élevé. 40, 50, 60% de taux de mortalité. Donc on a les deux extrêmes, les infections virales, on peut les attraper, en fait presque personne ne meurt de ça, jusqu'aux infections virales aiguës où la moitié ou presque tout le monde va mourir. Et entre ces deux extrêmes, on a des cas un petit peu plus ou moins graves. Okay? Donc le virus de la grippe, ça va être intermédiaire entre ces deux cas. Le SRAS, syndrome respiratoire aigu sévère, ou la rougeole aussi, je classifierais comme une sorte d'infection intermédiaire ici. Probablement, la majorité des cas, on va survivre, on se remettra bien, mais il y a un certain taux de mortalité pour ces virus-là dans le cas intermédiaire. Donc ça, c'est les infections aiguës. D'autres virus sont capables d'instaurer des infections persistantes. Et chez les infections persistantes, on a deux styles tout à fait différents. Pour les herpesvirus, virus herpes simplex, CMV, EBV, on a une primo-infection, okay, infection, phase d'incubation, symptômes, et ensuite, les symptômes disparaissent, on va mieux. C'est comme si on a éliminé le virus. Mais, en fait, même si les symptômes disparaissent et on trouve le virus nulle part dans le sang, il existe des cellules avec quelque part dans le corps qui maintiennent le virus dans un état latent. Et périodiquement, des années après, on peut avoir des réactivations de ces virus latents qui vont être associés avec des sortes de roues poussées symptomatiques. Donc ça peut être des années, des décennies après. Quand votre grand-mère a une zona à 70 ans, c'est le même virus de la varicelle qu'il avait infecté quand elle avait 2 ans. Et donc le virus est resté latent pendant 60 ans, voire plus. Donc, ça, c'est des infections latentes. On a aussi des infections qui sont persistantes, chroniques. Infections chroniques. La différence entre une infection chronique et une infection latente, c'est que pendant une infection chronique, à n'importe quel moment, pendant le cours de l'infection, il y a toujours une réplication active du virus. Donc, c'est le cas pour l'hépatite B, l'hépatite C, le VIH. Quelqu'un qui est infecté, qui n'est pas traité par des antiviraux, on regarde dans le sang, il y a toujours du virus produit. Donc, il y a toujours une réplication active de ces virus. Donc, on a une sorte de situation ici avec des infections chroniques où bon, les symptômes vont initiaux vont s'arranger, mais on a une réplication active continue du virus. Donc, on finira par avoir des symptômes qui réapparaissent, qui disparaissent, mais qui vont avoir une tendance à être de plus en plus sévères. Et puis, bon, des années, des décennies après, ça peut aller jusqu'à la mort.
Bon, pour le VIH, par exemple, ça c'est probablement 99% des personnes infectées non traitées qui vont être tuées par son virus, avec une moyenne de 7 ans entre l'infection et la déclaration d'un SIDA clinique. Virus d'hépatite C, la progression de la maladie, c'est beaucoup plus long. On mesure la progression en décennies, à tel point que, bon, probablement, si vous êtes infecté par le virus d'hépatite C, vous avez probablement une chance sur deux d'être tué par votre hépatite C et une chance sur deux de mourir d'une crise cardiaque, cancer, des choses comme ça. Mort naturelle, quoi. Ou être flingué dans l'amphi si vous êtes un étudiant aux États-Unis. Donc, alors, entre ces deux, donc infection latente, infection chronique. Il y a des infections qui sont un petit peu moitié d'un l'un, moitié de l'autre. Donc il y a un petit peu des zones d'ombre. Donc ça, c'est un petit peu la diversité des présentations cliniques des infections virales. Alors on va essayer de voir un petit peu le processus d'infection. Physiopathologie, on va regarder juste pour les deux exemples. Bon, un peu comme les bactéries, les bactéries pathogènes, les virus doivent toujours trouver une porte d'entrée à la personne qui sera infectée. Et la plus souvent, c'est aux muqueuses. Donc, gastro-intestinale pour les virus qui provoquent des gastro-entérites ou le virus d'hépatite A. Transmission par voie orale, muqueuse respiratoire par inhalation pour virus de la grippe, les rhinovirus, rougeole, l'adénovirus. Muqueuse génitale, bon, tout comme il y a les bactéries qui sont des maladies sexuellement transmissibles, il y a aussi, bien sûr, les virus qui sont transmis par voie sexuelle. VIH, tout le monde le connaît, papillomavirus pour les virus qui provoquent le cancer du col de l'utérus. Et c'est moins connu, mais le virus de l'hépatite B, c'est aussi un virus qui est transmis par le sexe. La peau, bon, comme pour les bactéries, une entrée directe sur la peau, c'est peu fréquent pour les virus. Un virus a besoin de rencontrer une cellule vivante pour démarrer une infection. Or, la peau, c'est composé de kératinocytes mortes. Donc la peau en elle-même, ce n'est pas une porte d'entrée. Mais néanmoins, il y a des virus qui peuvent installer une infection juste avec une petite abrasion comme ça. Donc les verrues plantaires, papillomavirus, ou les verrues sur les mains. Donc ça, c'est l'exemple d'une virus qui s'infecte via la peau. Peut-être un peu plus fréquent au niveau mondial, ce sont des virus qui sont transmis par les arthropodes. Donc, soit les insectes, des moustiques, des choses comme ça, ou les tiques, qui ne sont pas des insectes. Et au moins, ce sont des arthropodes. Donc, cette fois-ci, bon, le virus, c'est transcutané, le virus est transmis à travers la peau par la piqûre de la bête. Fièvre jaune, dengue. Les tiques, là, on a des fièvres encéphaliques qui sont des maladies un petit peu les zoonoses, c'est-à-dire que ce sont des virus qui infectent des animaux. Et si vous allez vous balader en forêt pour faire de la chasse ou des trucs comme ça, en short, si vous avez une tique qui vient vous mordre, ce tique-là, il peut porter un virus qui infecte normalement des animaux. Et de temps en temps, il peut vous infecter vous aussi. Donc, les sortes d'encéphalite virale un peu bizarres sont infréquentes comme infection, mais il y a certaines catégories des gens qui sont à un risque. Les chasseurs, des gens qui font la balade en forêt, souvent, sont des chaussures correctes, par exemple. Alors, si vous avez du matériel infectieux qui arrive en contact avec la circulation sanguine, c'est mode de transmission facile pour n'importe quel virus. Donc, transmission sanguine, c'était un gros vecteur d'infection de virus de VIH, de virus d'hépatite B et de virus d'hépatite C, historiquement, avant que l'on ait des tests diagnostiques pour cribler les donneurs. Utilisation du matériel pour injecter des drogues, c'est un mode de transmission encore pour le VIH, pour les virus des hépatites. Un peu plus bizarre, c'est le greffe d'organes.
Donc néanmoins, c'est possible, on peut transmettre des virus avec l'organe qui est greffé. Un autre truc qui est peut-être plus dans la vie en dehors des hôpitaux, tatouage, piercing, des trucs comme ça. Si le tatoueur ne met pas son matériel sous UV pour inactiver les virus, si ce n'est pas stérilisé entre les clients, ça peut être un vecteur de transmission de virus. Et le dernier, souvent oublié, transmission mère-enfant. Il y a pas mal de virus qui peuvent être transmis soit au fœtus, c'est le cas du cytomégalovirus, le CMV, ça c'est une transmission mère-enfant, soit lors de l'accouchement, c'est le cas pour le VIH, ou alors pendant l'allaitement, c'est le cas également pour le VIH. Le virus de l'hépatite B aussi, c'est un virus avec une transmission mère-enfant très importante. Donc c'est les femmes avec une virus de l'hépatite B chronique qui vont, si elles ne sont pas soignées, c'est pas les femmes qui sont soignées, c'est plutôt le bébé après la naissance qui va avoir des anticorps et un vaccin pour essayer de prévenir la transmission. Donc ça, c'est un mode de transmission très important pour certains virus. Ok, le virus arrive. Il va installer une infection quelque part, généralement sur les muqueuses. Ensuite, il peut y avoir deux choses. Soit l'infection reste localisée, soit elle sera généralisée. Donc, une infection localisée, la réplication virale sera limitée au site initial de l'infection. Donc, on n'aura pas de virémie. Les virémies sanguines, c'est un peu une redondance, mais c'est juste pour être clair. Virémie, ça veut dire virus dans le sang. Donc, on n'a pas de virémie. Et ces infections localisées sont souvent, et donc majoritairement, à des virus à des infections avec une période d'incubation courte. Quelques jours, moins d'une semaine. Donc, les exemples, rhinovirus, une rhinite, un rhume, rotavirus, une gastroentérite virale. Si vous le chopez, 2 jours plus tard, vous le savez. Hein. Papillomavirus, c'est un peu une exception. Donc, c'est une infection avec un développement long, mais c'est néanmoins une infection qui est localisée. Donc, on peut avoir des infections persistantes qui sont localisées. Infection généralisée. Cette fois-ci, l'organe cible, là où qui est éteint, qui va provoquer des symptômes, c'est distinct du site initial de l'infection. Évidemment, pour passer du site initial de l'infection jusqu'à l'organe cible, il faut qu'il y ait une virémie. Le virus passe par le sang. Et puisque c'est un peu plus complexe, la période d'incubation est plus longue, soit 1 ou 3 semaines, soit alors 1 mois, voire plus. Donc, des exemples, c'est par exemple le virus de l'hépatite A, transmission par voie orale, site initial de l'infection, muqueuse intestinale. L'organe cible, c'est le foie. Donc, il y a un passage par la veine porte. La rougeole. Okay. Donc, les symptômes, c'est sur la peau, c'est des éruptions cutanées. Mais c'est pas la peau, ce n'est pas le route de l'infection. Site initial de l'infection, c'est le poumon. C'est voie respiratoire. Ensuite, on a un passage vers le sang, amplification du virus. Et les symptômes, c'est un site distinct. Varicelle, c'est un peu le même schéma. Virus Epstein-Barr. Oui, pareil, le site initial de l'infection, c'est par voie orale, c'est dans les muqueuses de la bouche. Le site de l'infection, c'est dans les lymphocytes B, dans les organes lymphoïdes. Pareil pour le VIH, site initial de l'infection, muqueuse génitale, dans la majorité des cas, sauf pour la transmission mère-enfant. C'est la muqueuse buccale qui va être infectée chez l'enfant. Mais site initial de l'infection, muqueuse génitale, l'organe cible, c'est les organes lymphoïdes. Okay. Donc, dans tous les cas, il y a 2 sites qui sont impliqués. Ok, bon, il y a encore des questions là. Tout ça, ça doit être facile, c'est juste un petit... Ouais, on va peut-être sauter les questions, qu'est-ce que vous en pensez? Qui dit oui pour les questions? Qui dit non pour les questions? Ok, c'est oui pour les questions. Bon, bah allez, on lance les questions.
Alors, il faut que je lance. Petite question sur la transmission des infections virales. Ah. Ok, c'est ça les questions. Ah, il faut mettre le bon virus avec sa bande de transmission. Essaye de faire sans regarder les notes, sinon c'est pas drôle. Ou sans regarder le poly en tout cas. Ok, le temps avance, donc on va regarder ça vite fait. Parce que pas tout à fait correct. Ok, donc qu'est-ce qu'on a dit? Virus d'hépatite B, transmission mère-enfant. Ça c'est vrai, ça. Ça c'est vrai. Très important comme maintien de l'infection. Tout ça, transmission sanguine, tout ça, transfusion, ça c'est un peu artificiel. C'est pas comme ça que le virus survit, a survécu pendant les milliers d'années avant d'être détecté dans les années 70. Il se répliquait et avait un mode de transmission autre que par voie sanguine. Et donc ça c'est transmission mère-enfant, très important. Rotavirus, transmission orale, ça c'est vrai. Rotavirus, gastroentérite, transmission orale. Adénovirus, transmission sanguine, c'est faux ça. C'est transmission respiratoire ou pour voie orale. Virus de la dengue, moustique, oui, tout le monde a ça, bon pour ça. VIH, transmission orale, c'est faux. Faux chez l'adulte. Okay. Éventuellement, transmission mère-enfant, c'est la muqueuse buccale de l'enfant qui peut être infectée. Mais là, chez l'adulte, non. Pas de transmission orale. Oui. Oui, mais le nom du virus, le VIH, virus d'immunodéficience humaine, c'est son nom. Donc ça parle du virus. Ok, on va continuer sur les exemples spécifiques. Donc on a 20 minutes, on doit faire quoi? 10 minutes sur la grippe et 10 minutes sur le virus Ebola. Alors, virus de la grippe ou virus de l'influenza.
Ça fait partie de la famille des Orthomyxoviridae. Et chez l'homme, il y a 3 espèces de virus de la grippe, A, B et C. Et c'est les A et B qui provoquent des maladies. L'infection par le C, c'est asymptomatique. Alors, les Orthomyxoviridae sont comme ça. Ce sont des virus enveloppés avec un génome en ARN brun moins qui est segmenté et associé à chaque segment forme une nucléocapside hélicoïdale. Donc segmenté, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, bon, on peut imaginer que chaque segment, c'est comme un chromosome dans le génome viral. Donc chaque particule virale, il renferme une copie de chaque segment. Et de façon générale, chaque segment du génome code pour une protéine virale. Alors ça, c'est très important parce que ça veut dire que si on a une cellule infectée par un virus de la grippe humaine et un virus de la grippe aviaire, les deux peuvent infecter la même cellule. On aura les segments génomiques des uns et des autres qui sont exprimés dans la cellule infectée et on peut libérer un virus mosaïque qui a une partie des génome virus humain et une partie du génome virus aviaire. Alors, gardez ça en tête. On va penser d'abord sur pathologie et d'abord pour la grippe saisonnière. C'est ce qui circule tous les ans. Bon an, mal an, on peut être infecté ou pas. Alors, jour 0, infection par la muqueuse respiratoire. Initialement, voie respiratoire supérieure, parce que c'est mécanisme de résistance physico-chimique, la forme des voies aériennes va favoriser le dépôt du virus sur les voies respiratoires supérieures. Alors, en moyenne, 2 jours plus tard, 24 à 72 heures plus tard, vous avez les symptômes. Fièvre, maux de tête, courbature, éventuellement la toux, pas forcément. Donc, vous pouvez avoir fièvre à 42, être très très mal, mais ça va persister 3 à 5 jours en moyenne. Ensuite, vous allez mieux. Bon, vous pouvez avoir une sorte de syndrome de malaise, fatigue qui va durer jusqu'à 2 semaines, voire plus après. Donc, ça peut traîner un petit peu. Donc, ça, c'est typiquement infection localisée. Okay? C'est une infection aiguë localisée. Bon, il peut y avoir des complications. Donc, c'est-à-dire, si le virus arrive à coloniser des voies respiratoires inférieures, vous pouvez avoir une pneumonie virale, bronchite pneumonie virale, ou éventuellement une otite virale, si il arrive à infecter les oreilles ici. Il peut avoir une surinfection bactérienne, ça peut être très, très, très dangereux, surtout chez les personnes âgées. Une grippe plus un streptocoque pneumoniae, très dangereux ça. Alors, qu'est-ce que j'allais dire pour ça? Bizarre. Il m'a fichu un petit peu en l'air, mon... Ok, bon, pour dire ça, donc, globalement, vous avez 0,1% de mortalité, moins de 0,1% de mortalité. Quand il y a 1 sur 1000, c'est que dire que c'était une mauvaise année pour la grippe. Et c'est principalement les personnes âgées et les jeunes enfants qui sont au plus fort risque d'avoir des complications, des pathologies sévères. Donc, des jeunes adultes bien portants comme vous êtes plutôt dans le cas faible risque, vous allez avoir une infection sans complications. Mais le problème, c'est que 30 à 50% des infections chez le jeune adulte sont asymptomatiques. Donc, vous pouvez ne pas être malade et néanmoins être un risque si vous êtes en contact avec quelqu'un qui est fragile.
Donc c'est pour ça que le personnel hospitalier devrait se faire vacciner tous les ans, et les gens qui travaillent dans les maisons de retraite, des choses comme ça. Parce qu'on peut être parfaitement asymptomatique et néanmoins transmettre le virus. Donc ça, c'est le virus de la grippe saisonnière. Le virus donc, qui a un risque certain, qui revient tous les ans. Ce qui fait peur à tout le monde, ce sont les grippes pandémiques. Une grippe pandémique, c'est l'apparition soudaine d'une nouvelle souche du virus de la grippe contre laquelle personne n'a d'immunité. Donc, ce nouveau virus arrive et il est très, très infectieux, pas plus infectieux que l'autre, mais en fait, il y a plus de personnes susceptibles dans la population. Donc, le virus se répand extrêmement efficacement dans toutes les populations. Donc, on a eu plusieurs épisodes de grippe pandémique, la grippe espagnole, la grippe asiatique, la grippe dite de Hong Kong, la grippe russe, et la dernière, c'était en 2009, la grippe dite mexicaine. Donc, ces grippes pandémiques peuvent être dangereuses parce que personne n'a d'immunité. Donc, il peut y avoir beaucoup plus d'infections que normalement. Et des fois, ils peuvent être extrêmement plus pathogènes. La grippe espagnole a tué probablement 20 à 25 millions de personnes en 2 années. Plus qu'il y avait de morts dans la Première Guerre mondiale. Alors, ces grippes pandémiques viennent d'où? Soit c'est la transmission directe d'un virus aviaire chez l'homme, ou alors c'est l'apparition d'un virus mosaïque. Donc, la grippe espagnole, c'était vraiment une transmission d'une grippe aviaire pathogène des oiseaux vers l'homme, tandis que les autres, c'était plutôt une sorte d'événement de mélange, de brassage génétique entre un virus aviaire et un virus humain, ce qui a fait sortir un virus qui était capable d'infecter l'être humain, mais contre lequel on n'avait aucune immunité parce que les glycoprotéines surface venaient du virus aviaire. Donc tout le monde est sur le qui-vive pour surveiller les virus de grippe aviaire qui ont tendance à infecter l'être humain. Actuellement, bon, jusqu'à il y a 2-3 ans, c'était la H5N1 qui était le gros risque. Actuellement, il y a une autre grippe aviaire en Chine qui fait l'objet de beaucoup de surveillance. C'est H7 quelque chose. Donc, ce sera peut-être ça, la prochaine grippe pandémique. Alors, on va finir sur le virus Ebola. On a 12 minutes. Alors, virus Ebola. Donc, c'est un filovirus, une particule virale filamenteuse avec nucléocapside hélicoïdale et une enveloppe. Encore un virus ARN brin moins. Que dire pour ça? OK, glycoprotéine enveloppe. La fonction de la glycoprotéine enveloppe, c'est de s'attacher sur les récepteurs à la surface de la cellule hôte. Donc, si on bloque cette interaction par les anticorps, on devient immune contre cette infection. Okay, donc, c'est pour ça que c'est des anticorps contre la glycoprotéine de l'enveloppe qui sont associés avec une récupération, une résistance à l'infection. Et d'ailleurs, c'est le but de ces vaccins expérimentaux. C'est ce dernier qui a été utilisé avec succès l'été dernier. Okay, donc, ce sont tous les vaccins qui expriment la glycoprotéine de l'enveloppe dans le cadre d'un autre virus. En fait. Alors, les ébolavirus font partie des mononégavirales. Donc, c'est un ordre des virus qui comprend 5 familles. Les rhabdoviridés, virus de la rage, etc. Les paramyxoviridés, ça c'est la rougeole. Bornaviridés, un truc un peu bizarre. Nemaviridés aussi, je ne connais pas bien. Et filoviridés, virus Marburg et virus Ebola. Donc, Marburg virus, Ebola virus, ce sont des désignations au niveau du genre. Okay? Et chez les Ebola virus, il y a 5 espèces distinctes liées à leur origine géographique. Donc,
le Zaïre, virus Ebola Zaïre, virus Ebola Soudan, virus Ebola Western, Bundibugyo, Thai Forest. Donc celui qui va nous concerner, c'est le virus Ebola Zaïre, parce que c'est une souche de virus Ebola Zaïre qui est responsable, ou qui était responsable de l'épidémie 2014-2015. Donc, le ou les virus Ebola ont été connus depuis 1976. C'est là la date d'identification de ce virus. Et depuis, jusqu'à l'année dernière, on avait des épidémies ou des foyers épidémiologiques qui concernaient relativement peu de personnes avec une très forte mortalité. Et pas de circulation du virus dans la population humaine entre des épidémies. Donc, c'est un peu difficile à voir, mais ici, le graphique est juste là pour indiquer les nombres de personnes infectées et les nombres de personnes tuées pour toutes les épidémies à partir de 1976 jusqu'en 2012. Donc, chaque petite pointe, chaque point, c'est une personne. Donc, un bloc, c'est 100 personnes. Et les points noirs, c'est les morts. Donc, on peut voir que jusqu'à l'année dernière, le plus grand épidémie a infecté 1, 2, 3, 400 personnes. Grand maximum. Et les taux de mortalité très élevés. 27% pour le Bundibugyo, Ebola virus, 50% pour le virus Ebola Soudan et 80% pour le virus Ebola Zaïre. Donc, des fois, on peut dire dans le journal, c'est un virus qui peut avoir des taux de mortalité jusqu'à 100%. C'est un peu faux, ça, parce que ça, c'est basé sur des épidémies où il y avait une personne infectée et elle est morte. Ça a fait le taux de mortalité 100%. Mais on a aussi un taux de mortalité à 0% aussi. Hein. Une personne infectée et elle a survécu. Donc ça n'a pas vraiment de sens. C'est ces chiffres-là qui sont plutôt véridiques. Là. Alors, on en est où pour le virus, notre épidémie actuelle? On va regarder ça. Ah, si j'arrive à voir ma flèche là. Oh, ok. Donc, on est là. On va aller donc. Donc, excellent blog de virologie, ce truc-là, VDU's blog. Donc ça, il répertorie tous les chiffres. Voilà. Hop, jusqu'à présent, presque 14 000 cas. Ah, ça, c'est une mortalité, ça. Non. Elle est mondiale, en total. 28 500 cas, 11% de 11 000 mortalités de morts. On estime qu'on a 40% de mortalité dans cette épidémie. Donc, tous les autres cas, on avait maximum 400 personnes infectées. Ici, presque 30 000. Okay, c'est 100 fois plus grand que toutes les épidémies que l'on a connues jusqu'à présent. Bon, fort heureusement, c'est pratiquement fini parce que si on regarde un petit peu les chiffres mois par mois, bon, si j'arrive à le faire là. Ah. Bon, ben non. Aïe. Non. Ok, bon, on n'aura pas. Ah, si. Ok, bon, bah, je vous propose d'aller regarder viralgdownunder.blogspot.com. Comme quoi, j'ai rien contre les Australiens, malgré tout. Ok, donc l'année dernière, on avait un truc 100 fois plus important que tout ce qu'on avait connu avant. Et c'est pour ça que ça fait beaucoup peur à tout le monde. Donc, le virus Ebola, il va où? Et il vient d'où? Entre les épidémies, il n'y a rien. Donc, en fait, c'est un virus qui circule chez les, on pense, chez les chauves-souris, qui peuvent de temps en temps le transmettre aux autres animaux sauvages. Et ces animaux-là peuvent être chassés pour être mangés. Et puis, c'est ça qui est la source de transmission à l'homme. Okay? Et
une fois transmis, ben, il peut y avoir des cycles de transmission entre humains. Donc, une fois que l'épidémie finit, bon, ben, on a toujours le réservoir sauvage qui peut périodiquement réinfecter les gens. Alors, quels sont les modes de contamination? Sang et fluides biologiques, larmes, salive, lait maternel, sueur, probablement le sperme, les selles, vomissement. Au niveau de contagiosité, comme toutes les infections virales, il y a une phase d'incubation asymptomatique. Il n'y a pas de contagion pendant cette phase-là. Donc, les gens infectés deviennent contagieux avec le début des symptômes. Plus la maladie progresse, plus que vous avez une charge virale élevée, plus vous êtes contagieux pour d'autres gens. Et ce qui est très, très dangereux, c'est que les cadavres restent infectieux. Ça, c'était un vecteur de transmission très important pendant cette épidémie, parce que aux obsèques, aux funérailles des personnes tuées, bah, c'était un peu avec la dépouille de la personne morte était là devant la famille. Les gens embrassaient pour une dernière fois leur maman, leur sœur, des choses comme ça. Et malheureusement, c'était un problème parce que c'était un risque d'infection assez important. Alors, il y avait une question, est-ce que le virus peut devenir transmis par l'air? Le résultat est non, en fait. Donc, les virus qui sont vraiment transmis par l'air, virus de la grippe par exemple, si je éternue maintenant, pouf, vous pouvez être infecté là. Pour le virus Ebola, ce n'est pas le cas. Si elle est présente dans le sang, quelqu'un a une hémorragie qui se met à tousser, bon, il va projeter des gouttelettes de sang. Ça, c'est infectieux. Mais ces gouttelettes-là vont tomber par terre. Donc, vous êtes infectieux dans la zone jusqu'à 1 ou 2 mètres à partir de la personne infectée. Au-delà, non. Donc, ce n'est pas un virus qui va se transmettre dans l'air. Comment on sait ça? C'est que bon, on a eu des suivis, des contacts avec les personnes infectées. Donc ça, c'est un cas où on avait identifié 74 personnes avec des contacts haut risque, contact direct avec une personne contagieuse avec des fluides biologiques. 159 personnes avec un contact bas risque, des gens en contact avec une personne infectée pendant la phase d'incubation. Les gens dans la même famille, ils vivaient dans la même maison, des trucs comme ça. Donc, on a suivi ces contacts. Pour les 74 contacts à haut risque, 1 tiers infecté, 2 tiers non infectés. Pour les contacts à bas risque, 0% infectés. Donc, c'est pour ça que l'on connaît les modes de transmission et tout ça. Alors, la pathologie, qu'est-ce qui va se passer si vous êtes infecté, malheureusement? Alors, jour 0, vous êtes infecté aux muqueuses. Vous avez une période asymptomatique, 8 à 10 jours en moyenne. Ensuite, premier symptôme, fièvre, fatigue, vomissement, diarrhée, maux de tête, tout ça très peu spécifique. Ça peut être une gastroentérite bactérienne, une salmonellose, une rechute de paludisme. Mais ensuite, il va y avoir une chute très, très rapide, une dégradation rapide de l'état du patient, avec pic de fièvre, vomissement sanglant, comportement passif et des saignements, ça va de mal en pis. Et finalement, vous êtes mort en 8 jours environ après le début de la fièvre. Donc, quand ça commence à aller mal, ça va très vite. Alors, le temps est presque fini. Quel est le truc important à dire? Oui, ça. Une dernière chose. Ensuite, le reste, vous allez devoir regarder sur le poly. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, vous avez une transmission muqueuse qui sont touchées, infectées. Première dissémination, le virus passe dans les cellules des leucocytes. On va avoir une application dans le foie, la rate et dans les poumons. Ça, c'est dans la phase d'incubation. Votre système immunitaire est totalement endormi par ce virus. Vous en doutez de rien. Le problème, c'est que quand ça se réveille, vous avez du virus partout. Et donc, vous allez avoir une activation massive de votre réponse immunitaire. Et ça, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir la sécrétion de ces médiateurs inflammatoires. Ils vont avoir plus de perméabilité sur les vaisseaux sanguins.
coagulation intravasculaire, et c'est ça qui va donner des syndromes hémorragiques. Donc, en termes de physiopathologie, très proche de ce que l'on a avec un choc septique provoqué par une endotoxine. Okay? Donc, cette fois-ci, c'est un virus, mais le résultat très semblable. Et le résultat, c'est parce que pendant cette première phase-là, votre système immunitaire, il ne fait rien. Le virus n'est pas détecté. Quand c'est détecté, c'est très tardif et ça provoque des symptômes. OK, on va être obligé de rester là. Et le reste, c'est juste des résumés. Bon, ben, merci, puis à bientôt.